Vas-y, vas-y. Moi, c'est Yannick, je suis agriculteur à Saujon, Charente-Maritime, et je suis tombé malade en octobre 2002. J'ai contracté une leucémie aiguë, myéloïde de type 4. Aujourd'hui, donc en 2003, ils m'ont fait une greffe de moelle osseuse qui a bien fonctionné au CHU de Poitiers. Et par contre, aujourd'hui, j'ai toujours la réaction du greffon contre moi. C'est-à-dire la greffe, la personne qui m'a donné sa moelle osseuse n'était pas compatible à 100% avec moi. Et la greffe réagit contre mon corps. Aujourd'hui, j'ai des problèmes sur la peau et sur les tendons, rétraction des tendons et sclérodermie de la peau, sécheresse des yeux et plein d'autres problèmes. C'est plutôt quels cancers qui sont susceptibles d'être connus en maladie professionnelle? Les cancers, alors il y a les cancers du sang. C'est ceux en fait que l'on a trouvé le plus souvent, que l'on retrouve plus dans les études épidémiologiques, ce qui est donc les leucémies, les lymphomes, le non-Hodgkinia. On retrouve aussi le cancer du cerveau, on retrouve aussi du cancer de la prostate, cancer aussi de la peau. Qu'en pensent les fabricants de pesticides? En France, ils sont représentés par l'Union des industries de la protection des plantes, qui regroupe 19 adhérents, dont les 6 géants du secteur. BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto et Syngenta. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qui permette de faire une corrélation certaine entre apparition de certaines maladies et exposition donc aux produits phytopharmaceutiques. Qui croire? D'un côté, la MSA, qui accorde le statut de maladie professionnelle à des agriculteurs atteints de cancer. De l'autre, un représentant de l'industrie qui affirme que le lien entre pesticides et cancer n'a pas été démontré. Pour y voir plus clair, j'ai contacté le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS. En 2007, le CIRC a co-signé un rapport publié par les académies françaises de médecine et des sciences. Intitulé « Les causes du cancer en France », il désignait le tabac comme la principale cause de la maladie et affirmait que seuls 0,5% des cancers sont dus à la pollution chimique. Dans son tableau des cancers attribuables aux expositions professionnelles, il ignorait les pesticides et concluait « Le lien putatif entre pesticides et cancer ne repose sur aucune donnée solide ». Dans le domaine du cancer, le CIRC est une référence internationale. C'est lui qui établit les monographies, c'est-à-dire la classification des produits chimiques en fonction de leur potentiel cancérigène, un outil capital pour la réglementation des substances. Pour cela, ces experts examinent la littérature scientifique concernant le produit, à savoir toutes les études publiées dans ce que l'on appelle les revues à comité de lecture. Les substances sont classées en 3 catégories. Groupe 1, cancérigène pour l'homme. Une catégorie exceptionnelle, car pour qu'une molécule en fasse partie, il faut qu'il y ait des données épidémiologiques, ce qui est très difficile à obtenir. C'est le cas de l'amiante ou du benzène. Viennent ensuite le groupe 2A, cancérigène probable pour l'homme, et le groupe 2B, cancérigène possible, qui caractérise des substances pour lesquelles il existe des données expérimentales chez l'animal, plus ou moins importantes. Sur les 100 000 produits chimiques commercialisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls 900 ont été évalués par le CIRC. Plus de la moitié fait partie du groupe 3, inclassable. Est-ce que le fait qu'un produit chimique n'ait pas été classé par le CIRC signifie qu'il n'est pas dangereux? Non, pas du tout. Cela signifie que dans la plupart des cas, il n'a pas été testé. Parfois, il a été testé, mais nous n'avons pas encore programmé son évaluation. En général, cela signifie que personne n'a examiné ces données pour le cancer ou que personne n'a étudié ses effets cancérigènes potentiels. Combien de pesticides ont été évalués par le CIRC? Je ne les ai pas vraiment comptés, mais je pense que nous avons dû évaluer une vingtaine ou une trentaine de pesticides dans toute l'histoire de notre programme. Ce n'est rien.
C'est vrai que ce n'est pas beaucoup si on compare avec le nombre de pesticides qui sont utilisés. En fait, c'est très difficile pour nous de faire une évaluation sérieuse des pesticides, parce que la majorité des études expérimentales qui les concernent ne sont pas publiques. Certes, les firmes qui produisent les pesticides sont censées fournir des données aux agences sanitaires nationales, et elles font des tests. Les études sont transmises aux agences gouvernementales, mais elles ne sont pas publiées. C'est très difficile pour nous d'y avoir accès. Comment expliquez-vous le fait que les études conduites par l'industrie des pesticides ne soient pas publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture? Il n'est peut-être pas dans l'intérêt des firmes de publier des résultats qui suggèrent que leurs produits peuvent être nocifs. De toute façon, elles ne sont pas obligées de rendre publiques leurs études. Vous savez qu'en 2007, les académies françaises de médecine et de sciences ont publié avec le cirque un rapport intitulé « Les causes du cancer en France ». Merci. Les auteurs écrivent qu'aucun des pesticides utilisés actuellement n'est cancérogène chez l'animal ou chez l'homme. J'ai consulté vos monographies et j'ai trouvé au moins 2 pesticides actuellement utilisés, classés comme 2B. Le dichlorvos et la chlorothalonil. S'ils ont été classés 2B, ça veut dire que des études ont montré qu'ils étaient cancérigènes, au moins chez les animaux. Oui, ils sont toujours utilisés, et je suis sûr qu'ils sont cancérigènes pour les animaux. Ça veut dire que l'affirmation de ce rapport est inexacte. Oui. Je pense qu'elle l'est. En théorie, il ne devrait jamais subsister d'insecticides dans les aliments que nous consommons. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Souvent, il en reste seulement des traces, trop faibles pour nous empoisonner rapidement. Mais comment savoir si, à la longue, ces traces ne favoriseront pas un trouble plus grave? Le cancer, par exemple. Toutes les bonnes questions ont déjà été posées il y a 50 ans. Si les pesticides sont toxiques au point de rendre malades leurs utilisateurs, qu'en est-il des résidus que l'on retrouve sur les fruits et légumes traités? Peuvent-ils nous rendre malades, nous les consommateurs? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre comment fonctionne la réglementation des produits chimiques. Le système en vigueur a été élaboré à la fin des années 1950 sous la houlette de l'OMS en collaboration avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En fouillant dans les archives, j'ai découvert qu'un toxicologue français a joué un rôle capital dans la mise en place des outils destinés à réglementer les substances chimiques qui entrent en contact avec nos aliments. Il s'appelait René Truot et il avait été interviewé par mes collègues il y a 50 ans. Donc on peut dire qu'il faudrait donc, face à la poussée de la chimie, augmenter l'armement préventif, en quelque sorte. Si vous me permettez de faire une comparaison, au siècle dernier, lorsque ce citoyen du monde que fut Pasteur a découvert le danger des bactéries, eh bien, dans le domaine alimentaire spécifiquement, on a accordé une très grande importance au contrôle microbiologique des aliments. Et on a fondé toute une série de laboratoires pour effectuer ce contrôle. Eh bien, il faudrait qu'il en soit de même dans le cas du contrôle des agents chimiques ajoutés aux aliments, parce que leurs dangers, pour être plus insidieux, moins spectaculaires, si vous voulez, n'en sont, à mon avis, certainement pas moins graves. René Truot est considéré comme le père de ce que l'on appelle la dose journalière admissible ou acceptable dans le jargon DJA. D'abord conçu pour la réglementation des additifs alimentaires, cet outil capital de la toxicologie a ensuite été étendu aux résidus de pesticides. Voici la définition qu'en donne René Truot. La dose journalière admissible est la quantité d'additifs alimentaires qui peut être ingérée quotidiennement et pendant toute une vie sans aucun risque. Curieusement, personne ne sait vraiment comment la DJA a été inventée, alors qu'elle est censée protéger notre santé des risques chimiques.
La seule personne que j'ai trouvée s'appelle Diane Benford, toxicologue à l'Agence britannique des normes alimentaires. Elle est l'auteure d'un document intitulé « La dose journalière admissible, un outil pour assurer la sécurité des aliments ». Il a été publié par l'ILSI, un organisme qui est financé par les multinationales de la chimie et de l'agroalimentaire. Dans sa partie historique, Diane Benford se contente de nommer René Truhaut et de citer Paracels, un médecin suisse du XVIe siècle, considéré comme le fondateur de la toxicologie. Tout peut être poison, c'est la dose qui fait la différence entre un poison et un remède. Le concept qui constitue la base de la DJA, c'est le principe de Paracels, la dose fait le poison. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela signifie que la probabilité d'avoir des effets toxiques augmente avec la dose. Mais fondamentalement, c'est vrai pour tout, y compris pour l'eau ou l'oxygène, sans lesquels nous ne pouvons vivre. Si nous en absorbons en trop grande quantité, cela peut être aussi nocif. Avec la plupart des éléments, plus la dose est faible, plus la probabilité d'avoir des effets négatifs diminue. C'est ce que les toxicologues appellent la relation dose-effet? C'est cela. Non seulement la gravité de l'effet augmente avec la dose, mais aussi le nombre d'individus qui ont une réaction négative. Si je comprends bien, tout le processus d'évaluation part du principe que les substances chimiques sont toxiques et on essaie de trouver une dose qui est censée ne produire aucun effet. Oui. As this demonstration shows, a single drop kept high can be fatal. Concrètement, la dose journalière admissible est calculée à partir d'études réalisées sur des animaux de laboratoire. Première étape, on expose les cobayes à une dose élevée de produits chimiques, généralement par voie orale. Le but est de déterminer ce que l'on appelle la dose létale, ou dans le jargon la DL50, c'est-à-dire la dose qui tue la moitié des animaux. Deuxième étape, on diminue la dose pour observer les effets sur les cobayes. On recherche toute une série d'effets nocifs possibles. Par exemple, on essaie de savoir si le produit endommage les tissus ou les organes, s'il provoque des effets sur le système nerveux ou immunitaire, et on s'intéresse tout particulièrement à son potentiel cancérigène, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui préoccupe les gens. On répète l'expérience jusqu'à obtenir une dose qui apparemment ne provoque aucun effet sur les animaux. C'est ce que l'on appelle la NOAEL, c'est-à-dire la dose sans effet toxique observé. Puis, pour calculer la DJA, qui servira de référence pour les humains, on applique un facteur de sécurité en divisant la NOAEL par 100. Finalement, la DJA est une valeur exprimée en milligrammes de produit par kilo de poids corporel. Prenons l'exemple d'un pesticide qui a une DJA de 0,2 mg. Si le consommateur pèse 60 kg, il est donc censé pouvoir ingérer 60 fois 0,2 mg, donc 12 mg de pesticides par jour et pendant toute sa vie, sans que sa santé en soit affectée. Peut-on dire que la dose sans effet toxique observé est un seuil de sécurité? Dans la vie, il n'y a aucun domaine où l'on puisse garantir une sécurité absolue. En fait, cela dépend de la qualité des études conduites sur les animaux. Si l'étude est médiocre, on risque d'être passé à côté d'effets qu'on aurait pu observer dans une étude de très bonne qualité.